La porte de fer est claquée. Il était 23h47. La caméra de sécurité a capturé une image que personne n'aurait pu croire. Ce n'était pas le GGN, ni même une bande rivale venue chercher la guerre. Non, c'était une gamine, 9 ans, tout au plus. Le sang lui coulait du front, traçant un sillon sombre sur sa tempe. Elle tenait un bébé d'à peine 16 mois, emmailloté dans une couverture détrempée. Elle avait marché 6 kilomètres sous la tempête pour frapper à la porte la plus terrifiante de Marseille, celle de ma propre demeure, celle du boss, Pierre Santoro. Cachez mon frère. Sa voix n'était qu'un souffle. Il va le tuer ce soir. 12 de mes hommes, en costume noir, sont restés pétrifiés. Pas un bruit, pas un mouvement. J'étais là, à la table de la table, dans mon bureau, quelques secondes plus tôt. Moi, Pierre Santoro, l'homme devant qui tout l'underworld de la Côte d'Azur s'inclinait. C'est moi qui ai prononcé ces deux mots qui allaient déclencher une guerre. Entrez. 10 minutes avant ça, la salle de réunion privée de ma villa brillait d'une lumière ambrée et chaude. Le lustre en cristal, un héritage familial, suspendu au-dessus de la table massive en chêne, avait vu passer 3 générations de décisions cruciales. Les verres de whisky étaient à moitié vides. La fumée de cigarettes s'enroulait paresseusement vers le plafond. Un endroit où des empires se bâtissaient et des ennemis étaient enterrés. Voilà ce que c'était. J'étais assis au bout de la table, 37 ans. Mes cheveux noirs, peignés en arrière, encadraient un visage qui aurait pu appartenir à un empereur romain, paraît-il. Des yeux couleur acier froid, le genre qui fait baisser le regard aux hommes les plus endurcis. Une petite cicatrice marquait le coin droit de ma bouche. Personne n'avait jamais osé demander d'où elle venait. Personne n'oserait jamais. Je n'avais pas besoin d'élever la voix pour me faire entendre. Ma simple présence suffisait. La pièce entière semblait se plier à ma volonté. Quand j'écoutais, tout le monde se taisait. Quand je parlais, ils retenaient leur souffle. Ce soir-là, j'écoutais. Les Russes deviennent d'audacieux. La voix de Julien, mon homme de main, a résonné comme un coup de tonnerre lointain. Julien Rossi, 1,93 m, 126 kilos de muscles, sous un costume sur mesure qui avait l'air trop petit. Ancien commando, il avait vu des combats dans des endroits qui n'existaient pas sur les cartes officielles. Il parlait rarement, mais quand il le faisait, on s'en souvenait. Les hommes de Kovachev ont été vus déplaçant de la marchandise dans les quartiers nord, a poursuivi Julien. 3 livraisons cette semaine, il nous teste. Vincent Caruso, mon conseiller, s'est penché en avant. Harvard Law, le meilleur de sa promotion. Il avait choisi la famille plutôt qu'un cabinet d'avocats huppé. Des lunettes à monture fine, des yeux calmes, le genre d'homme qui pouvait négocier un traité de paix ou rédiger un mandat de mort avec la même main assurée. On devrait les contacter, a suggéré Vincent. Fixer une réunion. Kovachev est ambitieux, mais il n'est pas stupide. Il connaît le prix d'une guerre avec nous. Les contacter. Antoine Ducas a claqué sa paume sur la table. 45 ans, torse en tonneau, voix rocailleuse, père de 3 filles. Il aurait tué pour elle sans hésitation. Serait mort pour elle sans regret. Ces salauds de Russes se promènent sur notre territoire. Et tu veux leur envoyer une corbeille de fruits? Je veux éviter l'effusion de sang, Antoine. Parfois, le sang est la seule langue que ces gens comprennent. À l'autre bout de la table, Luca Moretti est resté silencieux. 28 ans, le plus jeune capot. Il y a 3 mois, sa femme lui avait donné une fille. Ça avait tout changé, sa façon de voir le monde, de voir cette vie. Il m'a regardé, attendant ma décision. J'ai fait tournoyer le whisky dans mon verre. Je n'ai rien dit. La pièce a attendu. Puis un son. La sonnette du portail a retenti. Toutes les têtes se sont tournées vers le moniteur de sécurité accroché au mur. L'écran s'est allumé, montrant le portail d'entrée à travers des images brouillées par la pluie. Un éclair a illuminé la nuit. Pendant un instant, l'image n'a été qu'un écran blanc statique. Puis elle s'est éclaircie. Mes yeux se sont plissés. Qui diable?
a murmuré Antoine. Il était 23h47. Personne n'était attendu. Personne ne venait à la Villa Santoro sans préavis, sauf s'ils avaient des envies de mort. Julien était déjà debout. Je vais vérifier. Il s'est déplacé vers la porte, étonnamment silencieux pour un homme de sa taille. Les autres l'ont regardé partir. On regardait la porte se refermer derrière lui. On regardait le moniteur de sécurité, où une petite silhouette se tenait immobile sous la pluie battante. Trop petite pour être une menace, trop petite pour être qui que ce soit. 30 secondes se sont écoulées, puis 1 minute. Julien n'est pas revenu. J'ai posé mon verre. Je me suis levé. Quelque chose n'allait pas. J'ai traversé le couloir de marbre devant les portraits à l'huile d'ancêtre qui avaient bâti cet empire à partir de rien, devant les portes qui menaient à des pièces où des accords étaient conclus et rompus, devant le grand escalier où ma mère m'avait porté enfant. J'ai atteint l'entrée principale et je me suis arrêté. Julien était figé dans l'encadrement de la porte. L'homme qui avait tué des ennemis sans sourciller. L'homme qui avait survécu aux embuscades et aux trahisons et à des centaines de situations critiques. Cet homme était parfaitement immobile, fixant quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. La pluie tombait à verse dehors. Le tonnerre grondait dans le ciel de Marseille. J'ai fait un pas, j'ai regardé par-dessus l'épaule de Julien et mon cœur s'est arrêté. Julien avait tué des hommes sans ciller. Il avait traversé des fusillades en Afghanistan, vu des amis mourir dans ses bras et appuyé sur des gâchettes qui mettaient fin à des vies sans une seconde d'hésitation. Il avait cassé des os, enterré des corps et dormi profondément ensuite. Mais maintenant, il se tenait figé dans l'encadrement de la porte de la Villa Santoro, la bouche entr'ouverte, incapable de former un seul mot. En 15 ans de service pour cette famille, Marcus Rossi n'avait jamais été pris au dépourvu. Jusqu'à ce moment. Une file se tenait sous la pluie. Elle ne devait pas avoir plus de 9 ans. Des cheveux auburn collés à son visage, assombris par la tempête jusqu'à paraître presque noirs. Une entelle sur son front sointait du sang qui se mêlait à l'eau de pluie et coulait sur sa joue comme des larmes pourpres. Mais ce sont ses yeux qui m'ont arrêté. Des yeux verts, d'un vert vif, éclatant, la couleur des jeunes feuilles de printemps, mais il n'y avait rien d'enfantin en eux, pas d'innocence, pas de douceur. C'étaient des yeux qui avaient trop vu, des yeux qui appartenaient à quelqu'un qui avait déjà appris que le monde était cruel et que les adultes n'étaient pas fiables. Des yeux qui avaient au moins 30 ans de trop pour son visage. Ses lèvres étaient devenues violettes à cause du froid. Son petit corps tremblait violemment, chaque souffle visible dans l'air glacé de novembre. Elle portait une veste fine, déchirée à l'épaule, complètement trempée, et dans ses bras, un bébé, un garçon, peut-être 16 mois, enveloppé dans une couverture si mouillée qu'elle aurait aussi bien pu être un torchon. Ses yeux étaient fermés. Il ne pleurait pas. Ce silence était plus terrifiant que n'importe quel cri. Le petit poing du bébé serrait la chemise de sa sœur, s'accrochant même dans l'inconscience. Même dans son sommeil, il savait quelle était sa seule sécurité. J'ai contourné Julien. Je me suis tenu juste devant la fille. Elle a levé les yeux vers moi et n'a pas détourné le regard. Moi, Pierre Santoro. L'homme dont le nom rendait les commissaires de police nerveux. L'homme dont les ennemis disparaissaient sans laisser de traces. L'homme qui régnait sur la pègre de Marseille d'une main de fer enveloppée de soie italienne. Des caïds 2 fois son âge ne pouvaient pas soutenir mon regard. Cette fille de 9 ans m'a regardé droit dans les yeux d'acier gris et n'a pas cillé. Ce n'était pas de la bravoure, j'ai réalisé, pas de l'imprudence, mais du désespoir. Le genre de désespoir qui vient quand on a tout essayé. Quand toutes les portes ont été fermées, quand les gens qui devraient vous protéger sont devenus les monstres que vous fuyez. Le genre de désespoir qui pousse un enfant à marcher 6 kilomètres sous la tempête pour frapper à la porte du diable. Caché, mon frère. Sa voix tremblait de froid, d'épuisement, de terreur. Mais elle ne suppliait pas, elle énonçait un fait, faisait une demande.
déjà préparé au rejet. Il va le tuer ce soir. 7 mots, chacun a atterri comme une balle derrière moi. Julien a enfin bougé, a commencé à parler. Boss, on devrait rentrer. Ma voix a traversé la tempête. 2 mots, définitifs, absolus. Tout de suite. Je me suis écarté. La fille a hésité un instant. De vieux instincts l'avertissaient qu'entrer dans la maison d'un étranger était dangereux. Mais ensuite, elle a baissé les yeux vers le bébé dans ses bras, vers son frère, vers la seule personne au monde qui lui restait. Elle a franchi le seuil. L'eau gouttait de ses vêtements sur le sol de marbre. Des flaques se formaient autour de ses pieds nus. Quelque part dans la tempête, elle avait perdu une chaussure. 12 hommes dans la salle de réunion se sont retournés pour la fixer. 12 criminels endurcis, tueurs, des hommes qui avaient vu tout ce que ce monde laïd avait à offrir. Ils fixaient cette petite fille tremblante comme si elle venait d'une autre planète. Marie-Rose Dubois se tenait au milieu de la Villa Santoro, entourée des hommes les plus dangereux de Marseille. Et pour la première fois depuis 2 ans, pour la première fois depuis que sa mère avait fermé les yeux et ne les avait plus jamais ouverts, elle a ressenti quelque chose qu'elle avait oublié, la sécurité. Julien, des serviettes, Vincent, du chauffage, Antoine, quelque chose de chaud pour les gosses, tout de suite. Ma voix était froide, mais sous la glace, il y avait une urgence, le genre qui faisait agir les hommes sans poser de questions. 12 hommes ont explosé en action. Julien a disparu dans le couloir, sa silhouette massive se déplaçant plus vite qu'il ne semblait possible. Il est revenu 30 secondes plus tard avec une brassée de serviettes sans coton épais, le genre cher. Coton égyptien, plus doux que tout ce que Marie avait jamais touché. Vincent était déjà au thermostat, augmentant le chauffage. La cheminée a rugi, les flammes dansant derrière la grille de fer ornée. En quelques instants, la pièce a commencé à se réchauffer. Antoine Ducas a sorti son téléphone, a composé. Sa femme a répondu à la 2e sonnerie. « Chérie, comment on fait chauffer du lait pour un bébé? » Une pause. La voix confuse de sa femme à l'autre bout. « J'expliquerai plus, Fer. Dis-moi juste à quelle température. Comment je teste ça? » Il a écouté, a hoché la tête, a raccroché, a disparu dans la cuisine. Luca a couru à l'étage, cherchant des vêtements secs. Il n'y avait rien pour les enfants dans cette maison. Aucun enfant n'y avait vécu depuis 25 ans. Il est revenu avec un de ses t-shirts. Ce serait énorme pour la fille. Ça ferait l'affaire. Julien s'est approché de Marie lentement. Il la dominait. 3 fois sa taille, 4 fois son poids, une montagne de muscles et de cicatrices planant au-dessus d'une enfant tremblante. Puis, il a fait quelque chose qu'aucun de ces hommes n'avait jamais vu. Il s'est agenouillé, s'est baissé jusqu'à ce que ses yeux soient au niveau des siens, jusqu'à ce qu'il la regarde de bas en haut au lieu de haut en bas. Je peux le tenir. La voix de Julien était douce, presque tendre, juste pour le réchauffer. Je promets que je serai doux. Marie l'a fixé. 5 secondes. 10. Elle calculait, mesurait, décidait si ce géant pouvait être digne de confiance avec la seule chose au monde qui lui importait. Puis lentement, elle a tendu les bras. Julien a pris le bébé comme s'il manipulait de la porcelaine fine, comme un faux mouvement aurait pu le briser. Ses mains massives, des mains qui avaient brisé des coups et appuyé sur des gâchettes, ont bercé le garçon de 16 mois avec une tendresse impossible. Sophie a remué. Son petit corps s'est recroquevillé contre la chaleur de Julien, cherchant la chaleur instinctivement. Un petit soupir s'est échappé de ses lèvres, à peine audible. Le son d'un enfant se sentant enfin en sécurité. Ses yeux sont restés fermés, mais son petit poing a trouvé le gilet de Julien et s'est accroché fort, refusant de lâcher prise. Quelque chose a changé sur le visage de Julien. La dureté s'est fissurée juste un instant, juste assez pour que les hommes qui regardaient voient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Antoine est revenu avec un biberon. « C'est pas trop chaud », a-t-il dit. J'ai testé. Au poignet comme Marie, il voulait dire sa femme, avait dit,
la température préférée de ma fille. Julien a pris le biberon, l'a incliné aux lèvres de Sophie. Le bébé a commencé à boire, affamé, désespéré. Les doux bruits de succion ont rempli la pièce silencieuse. Vincent a posé une assiette devant Marie. Du pain, des œufs brouillés, un verre de jus d'orange. De la nourriture simple, le meilleur que la cuisine pouvait offrir à minuit. Marie l'a fixé. Ses yeux se sont écarquillés, comme si elle voyait un trésor, comme si elle avait oublié que la nourriture existait, mais elle ne l'a pas touché. Je me suis accroupi à côté d'elle. C'était quand la dernière fois que tu as mangé? La voix de Marie n'était qu'un murmure. Hier matin. Alors mange. Elle a secoué la tête. Ses yeux sont allés vers Sophie, qui buvait toujours dans les bras de Julien. Sophie d'abord. Nourris-le d'abord, s'il vous plaît. La pièce est restée immobile. 12 hommes ont fixé cette petite fille affamée et saignante, qui n'avait pas mangé depuis 36 heures, qui avait marché 6 kilomètres sous la tempête, qui avait toutes les raisons de ne penser qu'à elle-même. Et sa première pensée, sa seule pensée, était son frère. Antoine s'est détourné. Ses yeux étaient rouges. Vincent a ravalé sa salive. Lucas a regardé le sol, la mâchoire serrée. J'ai parlé doucement. Il mange, tu vois. Marie a observé Sophie boire et regardé sa petite poitrine se soulever et s'abaisser paisiblement. Maintenant, c'est ton tour. Ce n'est qu'alors qu'elle a pris le pain. Elle a mangé vite, silencieusement, les yeux baissés, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un lui arrache la nourriture à tout moment. Comme si elle avait appris que les bonnes choses ne duraient jamais. Je l'ai observé. J'avais rencontré des tueurs, des parrains, des trafiquants qui vendraient leur mère pour le profit, mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux que cette fille de 9 ans. Quand Marie a fini de manger, j'ai tiré une chaise sur le sol. Je me suis assis directement devant elle, pas debout au-dessus d'elle, pas la regardant de haut, œil pour œil, d'égal à égal. Ma voix était plus douce que quiconque dans cette pièce ne l'avait jamais entendue. « Comment tu t'appelles? » « Marie, » elle a dégluti. « Marie-Rose Dubois, c'est Sophie. » J'ai hoché la tête lentement. « Qui t'a fait ça, Marie? Qui est après vous? » La serviette a glissé de son épaule. Des échymoses violettes fleurissaient sur son bras, des empreintes de doigts clairement visibles. Les marques d'une main trop grande, trop forte, trop cruelle. Marie a regardé les échymoses, puis elle a commencé à parler. Sa voix était calme, monocorde, comme si elle avait répété l'histoire 1000 fois pendant ces 6 kilomètres sous la tempête, comme si elle s'était préparée à la raconter une fois et une seule. Ma mère est morte il y a 2 ans. Le cancer, elle était gentille, elle a essayé de nous protéger. Elle a fait une pause, ses yeux verts fixaient quelque chose de lointain. Avant de tomber malade, elle a épousé Stéphane. Stéphane Martin. Il avait l'air gentil au début. Puis il a commencé à boire. Puis la drogue. Puis il a commencé à la frapper. Sa main a bougé inconsciemment vers son bras, vers les ecchymoses. Puis il a commencé à me frapper. La pièce était silencieuse. 12 hommes respiraient à peine. Il y a 18 mois, Sophie pleurait. C'était juste un bébé, 4 mois. Il n'arrêtait pas de pleurer. Et Stéphane était défoncé et en colère. Et La voix de Marie s'est brisée juste une fois. Elle s'est ressaisie. Il a pris Sophie et l'a jetée contre le mur. Le crâne de Sophie s'était fissuré. Il y avait tellement de sang. Les bras de Julien se sont resserrés autour du bébé endormi. Sa mâchoire s'est serrée si fort que les muscles de son cou ont sailli comme des cordes. Stéphane est allé en prison. Maltraitance d'enfants. Ils ont dit 18 mois. Marie et Sophie sont devenues pupilles de l'État. On est allé dans des familles d'accueil, 5 différentes. Personne voulait nous garder. Elle a regardé Sophie dans les bras de Julien. Elles ont dit qu'on était des placements difficiles, parce que Sophie a besoin de soins spéciaux. Son ouïe est abîmée. Il fait des crises parfois.
Personne veut un bébé cassé. Antoine Ducas s'est détourné. Ses épaules tremblaient. Stéphane est sorti ce matin. Aujourd'hui, le juge a dit que c'était l'heure de la réunification familiale. L'assistante sociale nous a emmenés chez lui cet après-midi. Stéphane a souri et a dit tout ce qu'il fallait et tout le monde l'a cru. Les mains de Marie se sont serrées en poing. Quand ils sont partis, il m'a attrapé à la gorge, m'a poussé contre le mur. Il a dit qu'on avait ruiné sa vie. Il a dit que Sophie était une erreur qui aurait dû être corrigée il y a 2 ans. Vincent a fermé les yeux, a laissé échapper un long soupir lent à une victime. Ce soir, je l'ai entendu au téléphone. Il parlait à quelqu'un. Il l'a appelé le courtier. Mes yeux se sont plissés. Ce nom signifiait quelque chose pour moi. Stéphane a dit, « Les gosses doivent être gérés. Le petit a vu la maison. La fille en sait trop. Vendredi soir. » « Qu'est-ce que tu as compris par gérer? » J'ai demandé doucement. Marie m'a regardé droit dans les yeux. Pas d'hésitation, pas de doute. Il va nous tuer, comme il a essayé de tuer Sophie avant. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme du poison. Luca Moretti, 28 ans, père d'une fille de 3 mois, et serré les mains en poing si fort que ses phalanges sont devenues blanches. « J'ai essayé la police, » a continué Marie, « mais le meilleur ami de Stéphane est un flic. L'inspecteur Raymond Dubois, il nous aurait juste renvoyés. » Elle a pris une respiration tremblante. L'église était fermée à clé. La caserne de pompiers était sombre. J'ai marché et votre maison était la seule avec des lumières allumées. Elle a fait une pause puis a ajouté presque dans un murmure. Et j'ai entendu des gens dire des choses sur vous, que vous ne faites jamais de mal aux enfants, que vous avez des règles. Je n'ai rien dit. Je sais qu'on n'est pas votre famille, a-t-il Marie. Je sais que vous ne nous connaissez pas, mais je savais pas qui d'autre s'en soucierait. Sa voix a finalement craqué. S'il vous plaît, juste ce soir, juste le temps que je trouve quoi faire. S'il vous plaît. Silence, silence absolu. Les épaules d'Antoine tremblaient toujours. Julien tenait Sophie comme s'il ne la laisserait jamais partir. Vincent fixait le sol. Lucas avait l'air de vouloir percer un mur de son poing. Je me suis levé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai quitté la pièce. J'ai parcouru le couloir jusqu'à mon bureau privé. Et là, seul dans l'obscurité, je me suis tenu devant une photographie en noir et blanc. Une petite fille, 6 ans. Des cheveux foncés, des yeux brillants, un sourire qui pouvait illuminer le monde. Isabelle Santoro, ma sœur, celle qui avait eu besoin de quelqu'un pour la sauver, celle que personne n'avait sauvée. J'étais seul dans l'obscurité de mon bureau. La seule lumière venait d'une petite lampe sur mon bureau, projetant des ombres sur le mur où une seule photographie était accrochée, en noir et blanc, estompée sur les bords. 25 ans déjà. Isabelle Santoro, 6 ans pour toujours. Des cheveux foncés comme les miens, des yeux qui pétillaient de malice et d'innocence. Un sourire qui pouvait rendre le pire des jours supportable. Je fixais cette photographie. Ses yeux, ils ressemblaient exactement à ceux de Marie. La même lumière, la même profondeur, le même plaidoyer silencieux pour que quelqu'un, n'importe qui, les protège. Un coup à la porte. Buzz, la voix de Julien. Basse, respectueuse. Je ne me suis pas retourné. Comment va le gamin? Il dort. Il est en sécurité. Pour l'instant. Pour l'instant. Ces 2 mots sont restés suspendus dans l'air comme une menace. J'ai touché le cadre de la photographie d'Isabelle juste une fois, puis je me suis retourné et j'ai dépassé Julien pour retourner dans la pièce principale. Mes hommes attendaient. 12 visages, 12 paires d'yeux, tous me regardant, attendant des instructions. Marie était assise dans le coin, enveloppée dans des serviettes, tremblant et courant, regardant toujours, espérant encore. Vincent a parlé le premier. Pierre, on doit y réfléchir attentivement. Sa voix était mesurée. Logique, la voix d'un homme entraîné à voir les conséquences. Ce n'est pas nos affaires.
S'impliquer signifie des problèmes avec les flics, la protection de l'enfance, peut-être le fédéral. On ne sait pas qui est ce courtier, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Antoine Ducas a explosé. Pas nos affaires. Sa voix s'est brisée de rage. Un homme va tuer 2 gosses, 2 enfants, Vincent. Il a pointé du doigt Marie. Regarde là, regarde ce bébé. Tu veux les renvoyer au monstre qui a fait ça? Les poings d'Antoine tremblaient. On a des règles. Tu sais qu'on en a. On ne touche pas aux femmes et aux enfants. C'est sacré. Mais cette règle ne signifie rien si on laisse d'autres les toucher pendant qu'on reste les bras croisés. Sa voix s'est brisée. J'ai 3 filles, 3 petites filles qui dorment en sécurité dans leur lit chaque nuit parce qu'elles savent que leur papa les protégera. Si quelqu'un essayait de leur faire du mal, si quelqu'un, il n'a pas pu finir. Lucas s'est avancé. Le plus jeune capot, père depuis 3 mois, apprenant encore ce que cela signifiait d'aimer quelque chose plus que sa propre vie. J'ai regardé cette petite fille, a dit Lucas doucement, et j'ai vu ma fille. Dans 9 ans, sous la pluie, en sang, suppliant des étrangers de l'aider. Sa mâchoire s'est serrée. Si ma petite fille avait besoin d'aide et que quelqu'un la repoussait, je brûlerais leur monde entier. Julien a parlé. Julien, qui disait à peine 10 mots par jour. Julien, dont le silence était légendaire. Le petit s'est accroché à ma veste, a-t-il dit, même dans son sommeil. Son petit poing s'est agrippé et n'a pas lâché. Il a fait une pause comme s'il savait que je ne lâcherais pas non plus. Sa voix a baissé jusqu'à devenir presque tendre. Je ne lâche pas. La pièce est tombée silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers Vincent. Il a soupiré, a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux. Si on fait ça, a-t-il dit lentement, c'est la guerre avec le courtier, qui que ce soit, la guerre avec des flics corrompus, la guerre avec un système censé protéger les enfants et qui les a complètement laissés tomber. Il a remis ses lunettes. On est prêt pour ça? J'ai été finalement parler. Ma voix était basse, lente, chaque mot atterrissant comme un marteau. Il y a 25 ans, ma sœur avait besoin que quelqu'un lui ouvre une porte. La pièce est devenue immobile. Personne ne l'a fait. J'ai regardé chaque homme, un par un. Ce soir, une petite fille a marché 6 kilomètres sous la tempête pour frapper à ma porte. Mes yeux gris se sont durcis en acier. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Je me suis tenu plus droit. Ces 2 enfants sont désormais sous la protection de la famille Santoro. Quiconque essaie de les toucher passera par moi. Mon regard a balayé la pièce. Quiconque n'est pas d'accord peut partir tout de suite. Personne n'a bougé, personne n'a respiré. Puis un par un, 12 hommes ont hoché la tête. Vincent, alors, planifions ça correctement. Julien, je prendrai le premier quart. Je suis retourné dans le coin où Marie était assise. Je me suis agenouillé devant elle, œil pour œil, homme pour enfant. Tu restes, ai-je dit. Vous deux, personne ne vous fera plus jamais de mal. J'ai tendu la main et j'ai doucement touché son épaule. Je te le promets. Marie m'a regardé, cet homme, cet étranger, ce monstre que le monde craignait, et elle a vu quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis 2 ans. Quelqu'un qui le pensait. Pour la première fois cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de sa mère, Marie-Rose Dubois s'est permis de pleurer. 3 heures du matin, la villa était silencieuse. Marie et Sophie dormaient dans une chambre d'amis à l'étage. Julien était posté devant leur porte comme une sentinelle de granit. Les autres hommes s'étaient dispersés à leur poste, se préparant à la guerre qui s'annonçait. Mais je ne pouvais pas dormir. J'étais assis dans mon bureau, un verre de whisky à la main. Je n'en avais pas bu une seule gorgée. Le liquide ambré était là, intact, captant la lumière de la lampe. Mes yeux étaient fixés sur la photographie d'Isabelle et mon esprit était ailleurs, complètement. Il y a 25 ans, une autre maison, plus petite, du mauvais côté de Marseille. J'avais 12 ans, Isabelle en avait 6.
Notre père, non pas Marc, jamais Marc, était un homme nommé Vincent Richie, un ivrogne, un lâche, un monstre au visage humain. Il battait notre mère quand le dîner était froid, me battait quand je répliquais, battait Isabelle quand elle pleurait trop fort. Isabelle était la plus petite, la plus faible, celle qui ne pouvait pas se défendre. Elle se cachait derrière moi chaque fois que notre père rentrait à la maison sentant le whisky. Elle me tenait la main et chuchotait. « Ne le laisse pas me faire de mal, Pierre. S'il te plaît, ne le laisse pas me faire de mal. » Et je me tenais entre eux à chaque fois, même quand j'étais terrifié, même quand je savais ce qui allait arriver. Cette nuit-là, notre père est rentré pire que jamais, enragé, hurlant. Quelque chose avait mal tourné au travail. Quelqu'un lui avait manqué de respect. Il avait besoin que quelqu'un paye. Il a attrapé Isabelle par les cheveux. Je me suis jeté sur mon père. J'ai frappé, donné des coups de pied, mordu, fait tout ce qu'un enfant de 12 ans pouvait faire contre un homme adulte. Ce n'était pas suffisant. La dernière chose dont je me souviens, c'est le poing de mon père se connectant à mon visage, le craquement de mon propre crâne contre le sol, le noir. Quand je me suis réveillé, Isabelle ne respirait plus. Elle gisait sur le sol comme une poupée brisée, les yeux ouverts, vide, fixant le néant. 6 ans. Parti. J'ai touché la cicatrice au coin de ma bouche. Non pas d'une guerre de gang, non pas d'un accord qui a mal tourné, non pas de la violence qui a rempli ma vie d'adulte, mais de cette nuit-là, de la bague de mon père qui m'a fendu la lèvre quand le coup a atterri, de la nuit où j'ai appris que vouloir protéger quelqu'un ne suffisait pas, que l'amour sans pouvoir était inutile. Après, ma mère m'a emmené chez Marc Santoro. Marc était l'homme qu'elle avait toujours aimé, l'homme qui l'avait supplié de quitter Vincent des années auparavant, l'homme vers qui elle avait eu trop peur de courir avant qu'il ne soit trop tard. Marc m'a recueilli, m'a élevé comme son propre fils et finalement épousé ma mère. Vincent Richie a disparu. Personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Personne n'a jamais demandé. J'ai posé le verre de whisky. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie balayait toujours le verre. La tempête faisait toujours rage. Je n'ai pas pu te sauver, Isabelle. Ma voix n'était qu'un murmure. Mais je peux les sauver. La porte s'est ouverte derrière moi. Marc Santoro est entré dans la pièce. 62 ans, cheveux blancs, visage buriné, retiré maintenant, mais commandant toujours le respect à chaque pas. Il n'a pas frappé. Il n'en avait jamais eu besoin. J'ai entendu ce qui s'est passé, a dit Marc. Ta mère est en route. Il a traversé la pièce, s'est tenu à côté de moi, a regardé la photographie d'Isabelle. Puis il a posé une main sur mon épaule. Tu fais ce qu'il faut, mon fils. J'ai regardé l'homme qui m'avait sauvé, qui m'avait donné un nom, une famille, un but. Je sais. Marc m'a serré l'épaule. Isabelle serait fière. J'ai hoché la tête. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, j'ai ressenti autre chose que de la colère, que de l'ambition, que le froid calcul qui avait bâti mon empire. Je me suis senti certain, non pas parce que cette décision apporterait du profit, non pas parce qu'elle augmenterait mon pouvoir, mais parce que c'était juste, et parfois, cela suffisait. 4 heures du matin, la table de la salle à manger s'était transformée en salle de guerre. Vincent a étalé une carte détaillée de Marseille sur la surface en chaîne. Des marqueurs rouges indiquaient les emplacements connus de Stéphane Martin. Des marqueurs bleus montraient le commissariat et l'adresse de l'inspecteur Raymond Dubois. Un point d'interrogation noir planait au-dessus des quartiers nord, le territoire du courtier. Marc était assis au bout de la table, observant, sans interférer. C'était mon opération maintenant. On doit agir vite, ai-je dit. Stéphane s'attend à ce que les gosses soient de retour d'ici vendredi. Ça nous donne 3 jours. J'ai regardé chaque homme. Julien s'est redressé. Tu es en charge de la protection. 24 heures à 24 et 7 G7. Tu ne manges que s'ils mangent. Tu ne dors que s'ils dorment. Personne ne s'approche à moins de 30 mètres de ses enfants. Julien a hoché la tête une fois. Compris. Vincent.
Le conseiller a ajusté ses lunettes. Trouve-moi le meilleur avocat de famille de Marseille. Quelqu'un qui n'a pas peur des flics corrompus ou des juges véreux. Commence à monter un dossier contre Stéphane. Tout. Dossiers médicaux, rapports de police, déclarations de témoins. Et trouve-moi un juge qui ne peut pas être acheté. La juge Delphine Leroy, a dit Vincent immédiatement. Incorruptible. Elle a traité des affaires de corruption qui ont fait et défait des carrières. Si quelqu'un écoutera, ce sera elle. Contacte-le. Antoine, le capot plus âgé s'est mis au garde à vous. Commence à passer des appels. Contacte nos alliés à Paris, Lyon, Nice. Je veux tout ce qu'ils ont sur le courtier. Si Kovachev est impliqué là-dedans, je dois savoir à quel point c'est profond. La mâchoire d'Antoine s'est serrée, et s'ils ont besoin d'être convaincus d'aider, dis-leur que ça implique des enfants. Dis-leur que ça implique du trafic. Si ça ne les convainc pas, rien ne le fera. Lucas, le plus jeune capot, a levé les yeux. Tu es nos yeux. Je veux une surveillance sur Stéphane Martin 24 heures sur 24. Je veux son téléphone mis sur écoute, ses emails surveillés, chacun de ses mouvements documentés. Et creuse dans les comptes bancaires de l'inspecteur Raymond Dubois, ses propriétés, ses associés connus. Trouve-moi des preuves de corruption. Lucas a hoché la tête. J'aurai quelque chose d'ici demain matin. La réunion a été interrompue par un coup à la porte. Une femme est entrée, début de la quarantaine. Cheveux foncés tirés en un chignon net. Pourtant une maillette médicale. Dr Solange Belloc, le médecin privé de la famille. D'astreinte à toute heure, discrète, professionnelle, elle avait traité des blessures par balle sans poser de questions et accouché des bébés sans remplir de paperasse. Ils sont à l'étage, et je dis, j'ai besoin d'un examen complet. Les deux. Solange a hoché la tête et a disparu dans l'escalier. 30 minutes plus tard, elle est revenue. Son visage était soigneusement neutre, mais ses yeux trahissaient quelque chose de plus profond. De la colère, de la tristesse, le regard de quelqu'un qui avait trop vu. Le petit souffre d'une perte auditive partielle de l'oreille gauche, a-t-elle rapporté. Compatible avec un traumatisme crânien, probablement suite à l'incident d'il y a 18 mois. Il aura besoin de soins spécialisés. Elle a fait une pause. La fille est mal nourrie, sous-alimentée d'au moins 7 kilos. De multiples ecchymoses à divers stades de guérison, certaines vieilles de plusieurs semaines, d'autres de quelques jours. Des signes de stress chronique et de manque de sommeil. Sa voix s'est durcie. Ses enfants ont traversé l'enfer. J'ai absorbé l'information en silence. Peuvent-ils récupérer? Physiquement, oui. Avec des soins et une nutrition appropriée, Solange a rencontré mon regard. Émotionnellement, cela prendra beaucoup plus de temps. Après son départ, j'ai monté les escaliers. Je me suis arrêté devant une pièce au bout du couloir, la chambre d'Isabelle. Je n'avais rien changé depuis 25 ans. Le même papier peint de lavande, les mêmes meubles blancs, la même veilleuse en forme d'étoile branchée au mur à côté du lit. Maintenant, pour la première fois depuis la mort de ma sœur, des enfants dormaient dans cette pièce. Marie était allongée sur le lit, Sophie recroquevillée contre sa poitrine. Les deux respirant paisiblement. Le bras de Marie enroulé protecteur autour de son frère. Même dans le sommeil, la veilleuse en forme d'étoile projetait des motifs doux sur le plafond. Les mêmes motifs qu'Isabelle regardait en s'endormant. Je me tenais dans l'encadrement de la porte. Je ne suis pas entré. J'ai juste regardé. Julien est apparu à côté de moi, portant une chaise. « Repose-toi, boss !» Il a posé la chaise contre le mur à l'extérieur de la porte. Je gère. J'ai hésité. Réveille-moi si quelque chose arrive. Julien s'est installé dans la chaise. Sa silhouette massive avait l'air étrangement confortable, comme un rocher trouvant sa place naturelle. Rien n'arrivera. Pas sous ma garde. 5 heures du matin, dehors, la pluie avait enfin cessé. La première lumière grise de l'aube rampait sur la ligne d'horizon de Marseille. À l'intérieur, une fille de 9 ans dormait paisiblement pour la première fois depuis la mort de sa mère.
Elle ne savait pas que devant sa porte, un géant veillait. Elle ne savait pas qu'il resterait là toute la nuit, mais d'une manière ou d'une autre, dans ses rêves, elle se sentait en sécurité. 8 heures du matin, Lucas Moretti est entré dans la salle à manger, l'air mort. Son visage était pâle. Ses yeux étaient injectés de sang et cernés de cernes foncées. Il n'avait pas dormi une seule minute depuis que la fille avait frappé à leur porte. Sa veste de costume était partie, ses manches retroussées, sa cravate lâche, mais sa voix était vive, concentrée, alerte. Il a laissé tomber un dossier épais sur la table devant moi. « Stéphane Martin n'est pas juste un agresseur », a dit Lucas. « Il est connecté. » La pièce est devenue silencieuse. J'ai ouvert le dossier, des photographies, des relevés téléphoniques, des relevés bancaires, des captures d'écran, de messages textes. J'ai piraté son téléphone vers 4 heures ce matin, a expliqué Lucas. Appels, SMS, emails, historique de navigation, tout. Il a sorti une photographie imprimée, une photo d'identité judiciaire de Stéphane Martin, 38 ans. Visage émacié, yeux morts, le genre d'homme qui souriait quand il faisait du mal aux gens. En surface, c'est juste un vaurien de plus. Condamnation pour violence domestique, possession de drogue, accusations d'agression qui ont été abandonnées. Mais ce n'est pas toute l'image. Lucas a étalé d'autres documents sur la table. Stéphane travaille pour un réseau de trafic d'êtres humains, d'enfants. Le poing d'Antoine a claqué la table si fort que les tasses de café ont tremblé. Quoi? L'homme que Marie a appelé le courtier, son vrai nom est Victor Kovachev. La tête de Vincent s'est redressée. Kovachev le russe? Le même. Lucas a hoché la tête avec gravité. Il opère à Marseille depuis 5 ans. Dirige un réseau de trafic international, spécialisé dans les enfants. Les déplace à travers la France, puis à l'étranger. Europe de l'Est, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient. Ma mâchoire s'est serrée. Kovachev, nous nous étions déjà croisés. Des disputes territoriales, rien de personnel jusqu'à présent. Quelle est la connexion de Stéphane? Dette de jeu, dette de drogue. Stéphane doit plus de 200 000 € à Kovachev, de l'argent qu'il ne pourra jamais rembourser. Lucas a sorti un autre document, donc il rembourse d'une autre manière. La pièce est tombée silencieuse. Il allait vendre ses propres enfants. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Le visage d'Antoine était devenu rouge foncé. Une veine pulsait dans son front. Ses mains tremblaient. La maison que Marie a mentionnée, a continué Lucas, c'est un lieu de transit, un endroit où Kovachev garde les enfants avant qu'ils ne soient transportés. Sophie y était une fois. C'est pourquoi Stéphane a dit « Le petit a vu la maison ». Et Marie en sait trop parce qu'elle a entendu des choses, vu des choses. Il a fait une pause. Ils étaient tous les deux programmés pour un enlèvement vendredi. C'est le mot que Kovachev utilise, enlèvement. Vincent a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux. Et l'inspecteur Raymond Dubois? Lucas a glissé un autre dossier sur la table. Raymond Dubois, 45 ans, 20 ans de service, officier décoré, homme de famille, entraîne la petite ligue le week-end. Sa voix dégoulinait de dégoût. Reçoit également des paiements mensuels de Kovachev. Depuis au moins 6 ans. C'est la raison pour laquelle les abus de Stéphane n'ont jamais été correctement enquêtés. La raison pour laquelle les plaintes disparaissaient. La raison pour laquelle Stéphane a récupéré la garde malgré tout. Il m'a regardé. Dubois est le mur entre Kovachev et la loi. Sans lui, toute l'opération aurait été exposée il y a des années. Vincent s'est penché en avant. C'est plus grand qu'on ne le pensait, beaucoup plus grand. Il a désigné les documents. Si on se contente de cacher les enfants, Kovachev continuera à chercher. Il ne peut pas se permettre de laisser des détails en suspens. Si on va à la police, Dubois bloquera tout. Le système est compromis. Sa voix était sombre. On doit démanteler tout le réseau.
Pas seulement Stéphane, tout. Antoine a explosé. Sa paume a de nouveau claqué la table. Ils vendent des enfants, des enfants. Sa voix s'est brisée de rage. Je me fous de qui est Kovachev. Je me fous de la taille de son réseau. Je me fous du nombre de flics qu'il possède. Il a pointé le plafond, la pièce où Marie et Sophie dormaient. Ces gosses sont venus nous demander de l'aide. On brûle tout. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai parlé. On fait ça intelligemment. On fait ça minutieusement. Mes yeux gris ont balayé la pièce. Premièrement, on protège les gosses. C'est la priorité numéro 1. Rien d'autre ne compte s'ils ne sont pas en sécurité. Je me suis levé. Deuxièmement, on rassemble les preuves. Tout. Relevé téléphonique, transactions financières, déclaration de témoins, photographie. On monte un dossier si solide qu'aucun juge ne pourra l'ignorer et aucun flic ne pourra l'enterrer. Ma voix s'est durcie. Troisièmement, on fait venir des alliés. C'est trop gros pour nous seuls. On demande chaque faveur qu'on nous doit, chaque famille qui partage nos principes. J'ai posé mes 2 mains sur la table, et quand on aura tout ce dont on a besoin, mes yeux se sont faits d'acier. On s'assurera que Stéphane Martin et Victor Kovachev ne feront plus jamais de mal à un autre enfant. Lucas a hoché la tête, a ramassé ses dossiers et retourné à son poste de surveillance. Antoine a sorti son téléphone, a commencé à composer. Paris, Lyon, Nice, Bordeaux. Vincent a ouvert son ordinateur portable et commencé à rédiger des documents juridiques, à monter le dossier qui mettrait fin à des carrières et sauverait des vies. Et à l'étage, devant une porte peinte en lavande fanée, Julien était assis immobile dans sa chaise. Il n'avait pas bougé depuis 4 heures. Il ne bougerait pas pendant 4 de plus. 10 heures du matin. Le bruit de pneus sur le gravier a fait lever les yeux de Vincent de son ordinateur portable. Une Cadillac noire a remonté l'allée. Vieux modèle, état impeccable, le genre de voiture qui appartenait à une autre époque. Vincent a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Ses sourcils se sont levés. Nona est là. De son poste à l'étage, la voix de Julien est descendue. Qui l'a appelé? Je n'allais pas lever les yeux des documents que j'examinais. Personne n'a besoin de l'appeler. Elle sait toujours. La porte d'entrée s'est ouverte avant que quiconque ne puisse l'atteindre. Nona Santoro est entrée comme une force de la nature. 60 ans, cheveux argentés tirés en un chignon soigné, yeux vifs comme de verre taillé, petite de taille, à peine 1,50 m, mais elle se déplaçait avec une autorité qui faisait s'écarter des hommes 2 fois sa taille. Elle portait une simple robe noire, des boucles d'oreilles en perles, une croix en or autour du cou. Elle ressemblait à la douce grand-mère italienne de quelqu'un. Elle était tout sauf ça. Où sont les enfants? Pas une salutation, pas une question sur ce qui s'était passé. Droit au but. Je me suis levé de ma chaise. « Maman, ils dorment. » Nona a agité la main de manière dismissive. « Je ne vais pas les réveiller. Je juste... » Elle a fait une pause. Sa voix s'est adoucie à peine. « J'ai besoin de les voir. » Elle a dépassé son fils, Vincent, Antoine, et monté à l'étage avec des pas qui ne souffraient aucune contestation. Julien l'a vu arriver et s'est immédiatement levé. Il a écarté sa chaise sans un mot. Même le géant savait qu'il valait mieux ne pas se mettre en travers du chemin de Nona Santoro. Elle s'est arrêtée à l'entrée de la chambre d'Isabelle et est restée immobile. Marie était allongée sur le lit. Sophie nichée contre son côté. Les 2 enfants dormaient paisiblement. La veilleuse en forme d'étoile projetait de douces ombres sur leur visage. La main de Nona s'est levée lentement vers sa poitrine, s'est pressée contre son cœur. Ses yeux brillaient, mais elle n'a pas pleuré. Nona Santoro n'avait pas pleuré depuis 25 ans. Elle ressemble à Isabelle. J'avais suivi ma mère à l'étage. Je me tenais derrière elle maintenant, regardant la même scène. Je sais. Ils sont restés en silence un long moment, mère et fils partageant un chagrin qui n'avait jamais complètement guéri. Puis Nona s'est tournée brusquement. Ses enfants ont besoin de vraie nourriture. Elle est descendue à la cuisine, a regardé le désordre de la veille. Biberon vide, miettes de pain,
Tasse de café. Dehors. Tous, dehors. Antoine a commencé à protester. J'ai chauffé du lait. Nona l'a fixé d'un regard qui pouvait glacer le feu. Je suis sûr que tu as fait de ton mieux, Anthony. Son ton a clairement fait comprendre que son mieux n'était pas du tout suffisant. Antoine a reculé sans un mot de plus. En quelques minutes, la cuisine était le domaine de Nona. Des casseroles ont claqué. Des légumes ont été hachés. Le riche arôme de la soupe maison a commencé à remplir la villa. Bouillon de poulet, herbes fraîches, secrets transmis de génération en génération. À l'étage, les yeux de Marie se sont ouverts. L'odeur avait atteint ses rêves, quelque chose de chaud, quelque chose de sûr, quelque chose qui lui rappelait un temps avant que tout ne tourne mal. Elle s'est redressée rapidement, la panique montant. Ce n'était pas sa chambre. Ce n'était pas ses draps. Sa main s'est tendue. Elle a trouvé Sophie à côté d'elle, dormant encore, respirant toujours. Le soulagement l'a inondée. Puis elle a vu la femme dans l'encadrement de la porte, cheveux argentés, visage gentil, un bol fumant dans les mains. Marie s'est recroquevillée contre la tête de lit. Son cœur battait la chamade. Maison étrange, gens étranges, femmes étranges. Nona ne s'est pas approchée rapidement. Elle a bougé lentement, délibérément, comme quelqu'un s'approchant d'un animal effrayé. Elle a posé le bol sur la table de chevet, s'est agenouillée à côté du lit, afin d'être en dessous du niveau des yeux de Marie. Je suis Helena, la mère de Pierre. Sa voix était douce, tendre, rien à voir avec le ton autoritaire qu'elle utilisait avec mes hommes. Je ne vais pas te faire de mal, petite. Je t'ai juste apporté quelque chose à manger. Marie l'a fixé, cherchant le mensonge, cherchant la menace. Elle n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Nona n'a pas insisté, n'a pas poussé et juste resté là, agenouillée, attendant. Mange quand tu es prête. Je serai là. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Marie. Pendant 2 ans, elle avait été forte, avait dû être forte. Personne d'autre ne protégerait Sophie. Personne d'autre ne le garderait en sécurité. Elle avait porté ce poids chaque jour, chaque nuit. Et maintenant, cette femme, cette étrangère, la regardait comme si elle comptait, lui parlait comme si elle n'était qu'une enfant. Ne demandant rien, ne menaçant rien, juste offrant de la soupe et de la gentillesse. Le visage de Marie s'est effondré. Les larmes sont venues, pas les pleurs silencieux d'avant. C'étaient des sanglots profonds, tremblants, incontrôlables. 2 ans de terreur, de chagrin et de solitude qui se déversaient d'un corps de 9 ans. Nona s'est déplacée sur le lit, a enroulé ses bras autour de Marie, a serré la fille contre sa poitrine. Chut, ça va, ça va. Elle a bercé doucement, a caressé les cheveux de Marie. Laisse l'enfant pleurer. Tu n'as plus besoin d'être forte. Tu es en sécurité ici. Sa voix n'était qu'un murmure. Tu as le droit d'être une enfant maintenant. Je me tenais devant la porte, observant. Je me souvenais d'avoir 12 ans, brisé, convaincu que le monde était fini. Ma mère m'avait tenu exactement comme ça. Mes yeux brûlaient. Je me suis détourné avant que quiconque ne puisse me voir. Au même moment, Nona tenait Marie dans ses bras. À l'autre bout de la ville, Stéphane Martin s'est réveillé avec un mal de tête atroce. Sa bouche avait un goût de whisky éventé et de cigarette. Ses yeux étaient croûtés. Son crâne pulsait à chaque battement de cœur. Il est sorti du lit en trébuchant, a failli tomber sur une bouteille vide par terre. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Stéphane a traversé le couloir vers la chambre des enfants. A poussé la porte, vide. Le lit était froid. Les couvertures jetées. Aucun signe du bébé. Aucun signe de la fille. Il a vérifié la salle de bain, le placard. Sous le lit, rien. Stéphane a fouillé la maison comme un homme possédé, ouvrant les portes, renversant les meubles, hurlant leur nom. Ils étaient partis. Il a attrapé son téléphone et composé avec des doigts tremblants. L'inspecteur Raymond Dubois est répondu à la 3e sonnerie. Stéphane, il est tôt. Les gosses sont partis.
Quelqu'un les a pris. Une pause. Comment ça, parti? Je veux dire, ils ne sont pas là. Le lit est froid. Ils ont dû partir il y a des heures. La voix de Raymond a changé. Est devenue professionnelle, calculatrice. Calme-toi. Je vais vérifier les caméras. 20 minutes plus tard, Raymond a rappelé. J'ai piraté le système de surveillance de la ville. J'ai repéré la fille sur la rue de la République vers minuit. Elle portait le bébé, se dirigeant vers le nord. Nord, c'est les quartiers riches, le vieux port. Le sang de Stéphane s'est glacé. Je l'ai perdu vers la rue de la Joliette et poursuivi Raymond. Pas de caméra sur les blocs résidentiels, mais la trajectoire est claire. Où? Elle se dirigeait droit vers le domaine Santoro. Silence. Le visage de Stéphane s'est tordu en quelque chose de laid. Elle est allée à la villa Santoro. Cette petite est allée voir la mafia. Stéphane, écoute-moi. La voix de Raymond était tendue. Si Santoro a ses gosses, c'est grave, très grave. Ce n'est pas un voyou de rue qu'on peut bousculer. Il dirige la moitié de la ville. Je me fous de qui Santoro pense être. La voix de Stéphane tremblait de rage. Ce sont mes gosses, ma propriété. Je les récupérerai. Il a raccroché sur Raymond. Puis il a fait un autre appel. Ses mains tremblaient en composant. Pas de colère cette fois, mais de peur. Viktor Kovachev n'était pas un homme indulgent. Le téléphone a sonné 2 fois. Oui, un fort accent russe, froid, impatient. On a un problème. Silence à l'autre bout. Le genre de silence qui faisait frissonner Stéphane. Quel genre de problème? Stéphane a ravalé sa salive. Les gosses ont couru. Hier soir, ils sont allés chez Pierre Santoro. Le silence s'est étiré plus longtemps cette fois. 10 secondes, 20. Quand Kovachev a parlé à nouveau, sa voix était de glace. Tu as laissé 2 enfants s'échapper. Chez la mafia italienne. Je ne les ai pas laissés. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait? La bouche de Stéphane est devenue sèche. Ses enfants connaissent la maison. Ils ont vu des choses. Si Santoro découvre ce qu'il y a dans cette maison, on est tous foutus. Chaque opération, chaque contact, chaque cargaison, je les récupérerai. Tu ferais mieux. La voix de Kovachev a baissé jusqu'à un murmure. D'une manière ou d'une autre, c'était plus terrifiant que de crier. Je me fous de ce qu'il faut faire. Je me fous de qui tu dois blesser. Récupère ces gosses. D'ici vendredi. La ligne a raccroché. Stéphane a fixé le téléphone. Sa main tremblait. Il avait 48 heures pour arranger ça. Il a repris le téléphone, a appelé Raymond. Nouveau plan. Dépose un rapport d'enlèvement. Rends-le officiel. Pierre Santoro a enlevé mes enfants contre leur volonté. Santoro a des avocats. Je m'en fous. Utilise le système. C'est à ça que ça sert. Procure-moi un mandat. Envoie les flics à sa porte. Ramène-moi mes gosses. Raymond a soupiré. Je verrai ce que je peux faire. 2 heures de l'après-midi, l'équipement de surveillance de Lucas a détecté un mouvement à l'extérieur de ma villa. Un SUV noir, vitres teintées, garé de l'autre côté de la rue. 2 hommes à l'intérieur, ne sortant pas, juste observant, prenant des photographies. Lucas a zoomé sur les plaques, les a passées dans sa base de données. Julien est apparu à côté de lui. Des Russes, les hommes de Kovachev, ils font du repérage, vérifient la sécurité, comptent les gardes. La mâchoire de Julien s'est serrée. On engage? Ma voix est venue de derrière eux. Non. Ils se sont retournés. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. N'engagez pas. Laissez-les regarder. Je veux qu'ils voient exactement combien d'hommes nous avons. Je veux qu'ils rapportent à Kovachev que nous sommes prêts à tout ce qu'il nous lancera. Mes yeux se sont durcis. Et doubler la sécurité autour des enfants. Personne ne s'approche de cette pièce. Le SUV noir est resté là pendant 1 heure de plus. Puis il a lentement et délibérément s'est éloigné, s'assurant que nous savions qu'il avait été là. Vincent est apparu à mes côtés.
Ils passeront d'abord par le système juridique. Stéphane prétendra à un enlèvement. Utilise son ami flic pour faire avancer les choses. J'ai hoché la tête. Alors on doit être prêt. J'ai déjà contacté la juge Delphine Leroy. Elle écoutera notre version. Mais on a besoin de preuves, Pierre. De vraies preuves. Quelque chose qui prouve ce qu'est vraiment Stéphane. J'ai regardé par la fenêtre. La rue était vide maintenant, mais la menace persistait. Alors trouve-moi un avocat qui n'a peur de personne et dis à Luca de creuser plus profondément. Je veux tous les squelettes dans le placard de Stéphane Martin. La guerre avait commencé non seulement pour protéger 2 enfants, mais pour faire tomber tout un système, des flics corrompus, des trafiquants d'êtres humains, et un père prêt à vendre sa propre chair et son sang. Ce soir-là, j'ai passé 4 appels téléphoniques. Chacun a duré moins de 5 minutes. Pas de blabla, pas de politesse, droit au bout. Le premier appel est allé à Paris. Don Salvatore Colombo, 65 ans, chef de la plus ancienne famille italienne de France. Un homme dont la parole faisait loi dans 5 arrondissements. Trafic d'êtres humains. La voix de Colombo a crépité au téléphone. À Marseille, des enfants. Salvatore, ils vendent des enfants. Une longue pause. Santoro, tu sais où nous en sommes. Les enfants sont la ligne rouge, la ligne que personne ne franchit. Je sais. J'envoie 12 de mes meilleurs. Ils seront là demain matin. Le deuxième appel est allé à Lyon. Vincenzo Russo, 58 ans, avait bâti son empire à partir de rien. Contrôlait tout, des docks aux quartiers irlandais. Kovachev. Russo a craché le nom comme du poison. Ce salaud de Russe a essayé de faire passer de la marchandise sur mon territoire l'année dernière. A tué 2 de mes hommes quand j'ai riposté. Il dirige un réseau de trafic, des enfants. Silence, puis un grognement. C'est l'opportunité que j'attendais pour régler mes comptes. Peux-tu venir? Je serai là moi-même, avec 10 hommes. On en finit ensemble. Le troisième appel est allé à Nice. Angelo Marcello, 52 ans, peau bronzée, sourire facile, dirigeait la Côte d'Azur d'une main de fer cachée derrière un gant de velours. Laisse-moi comprendre, Pierre, une fille de 9 ans a marché 6 kilomètres sous un ouragan pour frapper à ta porte? Une tempête, mais oui. Marcello est resté silencieux un instant. Si on ne protège pas les enfants, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui nous sépare des animaux? Rien. Exactement. La voix de Marcello s'est durcie. Je serai là dans 24 heures. 15 hommes. Tout ce dont tu as besoin. Le quatrième appel est allé à Bordeaux. Vittorio Romano, 48 ans. Le plus jeune d'un du pays. Affamé, ambitieux, mais avec des principes. Kovachev m'a approché il y a 6 mois, a dit Romano. Voulait utiliser mes routes pour ses livraisons. J'ai demandé quel genre de livraison. Il a dit cargaison spéciale. Et je lui ai dit d'aller se faire foutre. Maintenant, je sais ce que cargaison spéciale signifiait. Sa voix est devenue froide. Compte-moi, 10 hommes, on brûle son opération jusqu'au sol. J'ai raccroché le téléphone. De l'autre côté de la pièce, Luca regardait avec des yeux écarquillés. Il était encore jeune, apprenait encore. Vincent a remarqué son expression et s'est approché. Tu te demandes pourquoi ils ont tous dit oui si vite. Lucas a hoché la tête. Ils envoient des hommes, des ressources pour 2 gosses qu'ils n'ont jamais rencontrés. Vincent s'est appuyé contre le mur. On n'est pas des singes, Lucas. On fait des choses que la loi qualifie de mauvaises. On déplace de l'argent. On déplace de la marchandise. On gère les problèmes de façon qui nous mettrait en prison à vie. Il a fait une pause, mais il y a des limites, des règles non écrites que tout le monde suit, des règles qui nous différencient des criminels ordinaires. Quelles règles? Les femmes qui ne sont pas impliquées, les enfants, toujours. Les membres de la famille qui restent en dehors des affaires. Les yeux de Vincent se sont durcis. Quiconque franchit ces lignes perd sa protection, perd son respect, devient une cible. Antoine est apparu dans l'encadrement de la porte. C'est pour ça qu'on déteste les trafiquants.
Ils n'ont pas d'honneur, pas de limite. Ils vendent des êtres humains comme du bétail, vendent des enfants à des monstres. Ses poings se sont serrés. C'est des ordures. Et les ordures, ça brûle. Je me suis levé et je suis monté à l'étage. J'ai frappé doucement à la porte de Marie. Nona a ouvert. Marie était assise sur le lit. Sophie dormait à côté d'elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Marie, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Elle m'a regardé attentivement, toujours méfiante, toujours mesurant. Beaucoup de gens viennent t'aider. Ils arriveront demain. Ils pourraient avoir l'air effrayants. Des hommes grands, des visages sérieux. Je me suis accroupi à son niveau, mais chacun d'entre eux est là pour te protéger, pour protéger Sophie. Les sourcils de Marie se sont froncés. Pourquoi des étrangers nous aideraient-ils? J'ai réfléchi à la question, parce que certaines choses sont plus grandes que les affaires. Certaines choses sont une question d'humanité. J'ai tendu la main et j'ai doucement touché son épaule. Tu as été assez courageuse pour demander de l'aide. Ça signifie quelque chose. Ça signifie tout. Marie m'a regardé longtemps, puis lentement, elle a hoché la tête. En moins de 48 heures après ce coup de minuit, 47 hommes ont convergé sur Marseille. 12 de Paris, 10 de Lyon, 15 de Nice, Benjamin, 15 de Nice, 10 de Bordeaux. Ils sont arrivés dans leur voiture noire aux vitres teintées. Ils ont rempli ma villa et les maisons sécurisées environnantes. Ils ont mis en place des surveillances, planifié des stratégies, se sont préparés à la guerre. 47 hommes endurcis, non pas pour l'argent, non pas pour le pouvoir, non pas pour le territoire, mais pour une fille de 9 ans qui avait traversé une tempête pour protéger son petit frère, pour le principe que certaines lignes ne devraient jamais être franchies. 3e jour, matin. Le convoi a commencé à arriver à l'aube. Des berlines noires, des SUV noirs, des vitres teintées si sombres qu'on ne pouvait rien voir à l'intérieur, des plaques d'immatriculation de Paris, de la région Rhône-Alpes, de la Côte d'Azur, du Sud-Ouest. L'un après l'autre, ils ont remonté la longue allée du domaine Santoro. Les voisins ont jeté un coup d'œil à travers les rideaux. Personne n'a posé de questions. Dans ce quartier, on apprenait vite que la curiosité était dangereuse. La cour d'entrée s'est remplie de véhicules. Les portes se sont ouvertes. Des hommes sont sortis. Ils portaient des costumes noirs, des chaussures cirées, des visages sculptés dans la pierre. Le genre d'homme qui entrait dans les pièces et faisait que tous les autres se sentaient petits. Mais à mesure que chacun entrait dans la villa, il posait la même question. Où sont les enfants? Pas quel est le plan? Pas qui combattons? Mais où sont les enfants? Salvatore Colombo a été le premier à me rejoindre, 65 ans, cheveux argentés balayés en arrière, un visage qui avait tout vu et n'avait rien oublié. L'homme le plus puissant de Paris. Il m'a étreint comme un fils. Ton père serait fier, a dit Colombo doucement. Marc t'a bien élevé. Vincenzo Russo a trouvé Julien dans le couloir. Le boss de Lyon a tendu la main. Julien l'a serré. J'ai entendu dire que tu n'avais pas bougé de cette porte depuis 48 heures. Julien a haussé les épaules. Quelqu'un devait les surveiller. Russo a souri. C'était rare. J'ai amené des hommes qui peuvent faire des cas. Tu as besoin de dormir, mon ami. Je dormirai quand ce sera fini. Angelo Marcello est arrivé le dernier. Il portait un sac de course, des couleurs vives, complètement déplacé parmi tous les costumes noirs. Pour les enfants, a-t-il expliqué, légèrement gêné. Ma femme a insisté. Ma fille les a choisis. Il a sorti un ours en peluche, fourrure douce et brune, un ruban rouge autour du cou pour le bébé, puis un livre, couverture rigide, de belles illustrations pour la fille. À l'étage, Marie regardait par la fenêtre. Voiture après voiture, homme après homme, une armée d'étrangers en costumes sombres, remplissant la villa en bas. Son cœur battait la chamade. Trop de monde, trop de visages qu'elle ne connaissait pas. Nona est apparue à côté d'elle. Ils sont là pour aider, petite.
La voix de Marie était petite. Tous? Nona a posé une main sur son épaule. Tous, pour te dire, 1 heure plus tard, Julien a conduit Marie en bas. Sophie était dans ses bras, comme toujours. Elle l'a serré plus fort en entrant dans le salon. 7 hommes se sont retournés pour la regarder. 7 pères d'yeux, 47 visages qui avaient vu la violence, pris des décisions difficiles, vécu des vies qu'elle ne pouvait pas imaginer. Marie se tenait au centre de la pièce. Elle était minuscule, un point parmi des géants, une enfant entourée de tueurs, mais elle se tenait droite, le menton haut, tenant son frère comme un bouclier et un trésor. Salvatore Colombo s'est avancé. L'homme le plus puissant de Paris s'est agenouillé. Ses vieilles articulations ont protesté, mais il s'en fichait. Il a levé les yeux vers Marie, œil pour œil. « Tu dois être Marie. » Elle a hoché la tête, n'a pas parlé. « J'ai entendu ce que tu as fait. Tu as marché 6 kilomètres sous une tempête pour protéger ton frère. » Son visage buriné s'est adouci. « Ça te rend plus courageuse que la plupart des hommes que je connais. Plus courageuse que la plupart des hommes dans cette pièce. » Marie ne savait pas quoi dire. Aucun adulte ne l'avait jamais félicitée. Pas comme ça. Pas pour être courageuse. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle les a ravalés. Colombo a tendu l'ours en peluche et le livre. « Ce sont pour toi. De la part de ma fille. Elle a 10 ans, comme toi. » Marie a regardé les cadeaux. Sa main a tremblé en prenant le livre. « Elle m'a dit de te dire quelque chose. » Marie a levé les yeux. « Reste forte. » La pièce était silencieuse. 47 criminels endurcis, regardant une fille de 9 ans, accepter un ours en peluche et un livre. Personne n'a parlé. Personne n'en avait besoin. Puis ma voix a traversé le calme. Commençons. Les hommes se sont rassemblés autour de la table de la salle à manger. Des cartes ont été étalées, des plans ont été faits, des missions ont été données. Protéger les enfants, rassembler des preuves, exposer l'opération de Kovachev, traduire Stéphane Martin en justice par la voie légale si possible, par d'autres moyens si nécessaires. Marie se tenait dans le coin de la pièce serrant son livre. Elle a regardé 47 hommes planifier une guerre pour elle, pour Sophie. Pour la première fois de sa vie, pour la première fois depuis la mort de sa mère, Marie-Rose Dubois ne s'est pas sentie seule. Stéphane Martin est entré au commissariat, l'inspecteur Raymond Dubois à ses côtés. Il s'était nettoyé, rasé, mis une chemise décente, avait pratiqué son expression de père inquiet devant le miroir jusqu'à ce qu'elle semble presque convaincante. « Je dois déposer une plainte », a dit Stéphane au sergent de garde. « Mes enfants ont été enlevés. » Le sergent a levé les yeux. « Enlevés? Pierre Santoro. » Stéphane a laissé le nom planer dans l'air. « Le parrain. Il a pris mes enfants chez moi il y a 2 nuits. J'étais terrifié. Je ne savais pas quoi faire. » Raymond s'est avancé, brandissant son insigne. « Je m'en occupe personnellement. Donnez-moi les papiers. » Le rapport a été déposé en un temps record. En moins de 3 heures, un mandat a été signé. Juge Hervé Martin, un nom que Raymond connaissait bien, un juge qui devait des faveurs et ne posait jamais de questions, a autorisé une perquisition du domaine Santoro. À 2 heures de l'après-midi, 10 voitures de police ont remonté l'allée de ma villa. Lumières clignotantes, sirènes hurlantes, policiers en tenue tactique sortant des véhicules. Raymond a mené la charge. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée avec un sourire narquois. Mandat en main, il allait savourer ça. La porte s'est ouverte avant qu'il ne puisse frapper. Vincent Caruso est sorti, calme, composé, costume noir parfaitement repassé, mallette en cuir à la main. « Messieurs, » sa voix était douce comme de la soie. « Je suis Vincent Caruso, conseiller juridique de Monsieur Santoro. Comment puis-je vous aider? » Raymond a brandi le mandat. « Nous avons un ordre de la cour pour perquisitionner ces lieux. Écartez-vous. » Vincent a pris le document, l'a lu lentement, attentivement. Ses yeux ont parcouru chaque ligne, chaque signature, chaque tampon, puis il a souri. « Ce mandat est signé par le juge Hervé Martin. Malheureusement,
le juge Martin a un conflit d'intérêts dans toute affaire impliquant la famille Santoro. Le sourire narquois de Raymond a vacillé. Il fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour corruption, spécifiquement pour avoir accepté des pots de vin en échange de décisions favorables. Vincent a plié le mandat soigneusement. Ce document est invalide. Toute perquisition effectuée sous son autorité serait illégale et toute preuve obtenue serait inadmissible. Il a rendu le papier à Raymond. Je vous suggère de réessayer avec un juge différent. Le visage de Raymond est devenu rouge. Ne jouez pas avec moi, Caruso. Je ne joue pas, inspecteur. Je ne fais que suivre la loi. Raymond s'est rapproché, sa voix a baissé jusqu'à un grognement. Nous reviendrons avec un mandat en bonne et due forme, et quand ce sera le cas, Santoro va tomber. Vous allez tous tomber. Vincent n'a pas scié. J'attends ça avec impatience, inspecteur. Il a fait une pause, puis a ajouté presque nonchalamment. Et pendant que vous y êtes, vous voudrez peut-être revoir vos propres relevés financiers. J'entends dire que le GIGN pose des questions sur certains dépôts dans vos comptes. Raymond est devenu pâle. Des montants inhabituels à intervalles réguliers remontant à des sources intéressantes. Vincent a souri agréablement. Juste quelque chose à considérer. La police s'est retirée. 10 voitures de patrouille se sont éloignées, une par une. Raymond essayait de rester dans sa voiture un long moment, fixant la villa. Puis il est parti, pneus crissants. À l'intérieur, j'ai rencontré Vincent dans le couloir. Combien de temps avons-nous? Ils trouveront un juge intègre, finalement. Quelqu'un qui n'est pas compromis. Peut-être 48 heures, peut-être moins. On doit aller plus vite. Vincent a hoché la tête. J'ai déjà contacté la juge Delphine Leroy, 55 ans, incorruptible. Elle a traité les plus grandes affaires de corruption de l'histoire de Marseille, a envoyé des flics, des politiciens, même un sénateur en prison. Écoutera-t-elle? Si nous avons des preuves, de vraies preuves. Vincent a ouvert sa mallette. Lucas a intercepté les appels téléphoniques de Stéphane. Nous avons des enregistrements de conversations avec Kovachev, y compris des discussions sur la gestion des enfants. Il a sorti d'autres documents. Le rapport médical de la Dr Solange, la fracture du crâne de Sophie d'il y a 18 mois, les ecchymoses de Marie, la malnutrition, les signes d'abus chroniques, des photographies de tout. Un autre dossier, les relevés bancaires de Raymond, des dépôts correspondant au paiement des sociétés écrans connues de Kovachev. J'ai étudié les preuves. C'était accablant, écrasant. Mais il manquait d'une pièce. J'ai trouvé Marie dans la chambre à l'étage. Elle lisait le livre que Marcelo lui avait donné. Sophie dormait à côté d'elle. Marie, elle a levé les yeux. Nous avons des preuves contre Stéphane. Beaucoup. Mais pour être sûr qu'il ne vous fasse plus jamais de mal, nous pourrions avoir besoin que tu témoignes. Le visage de Marie est resté immobile. Racontez à un juge ce que Stéphane a fait, ce que tu as vu, ce que tu as entendu au téléphone. Silence, peux-tu faire ça? Marie a regardé Sophie, son visage paisible, le petit poing qui serrait toujours sa chemise même dans son sommeil. Si ça aide, Sophie. Sa voix était calme mais ferme. Je ferai n'importe quoi. La bataille juridique avait officiellement commencé. D'un côté, un système corrompu, des flics véreux, des juges achetés, un réseau de trafic qui opérait dans l'ombre depuis des années. De l'autre, 47 hommes qui refusaient de détourner le regard, et une fille de 9 ans prête à affronter son cauchemar. La nuit précédant l'audience, Marie n'a pas pu dormir. Elle était assise sur le lit dans la chambre d'Isabelle. Sophie recroquevillée contre son côté. La veilleuse en forme d'étoile projetait de douces ombres sur les murs. Dehors, le ciel était noir. Pas de lune, pas d'étoile, juste l'obscurité. Demain, elle reverrait Stéphane. Demain, elle devrait regarder l'homme qui avait brisé le crâne de son frère et dire à voix haute ce qu'il avait fait. Son estomac se tordait. Un léger coup à la porte. « Je peux entrer ?» Ma voix, calme, respectueuse.
Marie a hoché la tête. Oui, je suis entré lentement, j'ai tiré la chaise du coin et je me suis assis à côté du lit. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai dit, « Tu n'as pas à faire ça, Marie. » Elle m'a regardé. Nous avons des preuves, les enregistrements, les rapports médicaux, les relevés bancaires de Raymond. Ça pourrait être suffisant sans ton témoignage. Je me suis penché en avant. Tu n'as pas à le revoir, tu n'as pas à lui faire face. Personne ne t'en voudrait. Marie est restée silencieuse pendant longtemps. Elle a regardé Sophie, son visage paisible, la petite cicatrice cachée sous ses cheveux, l'endroit où son crâne s'était fissuré il y a 18 mois. Combien d'enfants sont dans cette maison? A-t-elle demandé doucement. J'ai hésité. Nous ne savons pas avec certitude. Peut-être 10, peut-être plus. Si je ne parle pas, seront-ils sauvés? J'aurais pu mentir. J'aurais pu lui dire que tout irait bien, qu'elle n'avait pas besoin de porter ce poids. Mais elle méritait la vérité. C'est plus difficile sans ton témoignage. Beaucoup plus difficile. Marie a hoché la tête lentement. Alors je dois le faire. Sa voix était ferme, certaine. Quand j'étais dans les familles d'accueil, j'entendais Sophie pleurer la nuit, toutes les nuits. Et j'ai juré que je ne laisserais plus jamais personne lui faire de mal. Elle a levé les yeux vers moi. S'il y a d'autres enfants comme lui, des enfants qui ont peur et qui sont blessés et qui attendent que quelqu'un les aide, ses petites mains se sont serrées. Je dois essayer. J'ai fixé cet enfant, 9 ans, épuisé, terrifié et plus courageuse que quiconque j'ai jamais connu. J'ai vu Isabelle dans ses yeux, le même courage, le même amour féroce pour quelqu'un de plus petit et de plus faible. J'ai vu le garçon de 12 ans qui avait essayé de se battre et avait échoué. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, Marie. Ma voix était épaisse et j'ai rencontré beaucoup de gens. La porte s'est ouverte derrière eux. Nona est entrée, portant quelque chose drapé sur son bras. « Si vous deux ne dormez pas, a-t-elle dit, au moins restez au chaud. » Elle a drapé la couverture autour des épaules de Marie. Puis elle s'est assise de l'autre côté de Marie, la serrant contre elle. 3 personnes sur un escalier dans le noir. Ils ne parlaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le bras de Nona était chaud autour des épaules de Marie. Ma présence était solide à côté d'elle. L'ange d'argent pressé contre sa paume. C'était la dernière nuit de Marie dans ma villa. Mais elle savait avec une certitude absolue qu'elle reviendrait. C'était chez elle maintenant, l'une de ses maisons. Et peu importe où la vie l'amènerait, une partie de son cœur vivrait toujours ici, dans cette maison pleine d'hommes dangereux et d'amour féroce, avec la grand-mère qui l'avait tenue quand elle pleurait, avec l'homme qui avait ouvert sa porte au milieu de la nuit et avait tout changé. Famille. Le mot n'avait jamais signifié grand-chose pour Marie auparavant. Maintenant, il signifiait tout. Le matin est arrivé trop vite. Marie se tenait devant le miroir. La robe verte lui allait parfaitement. Nona lui avait tressé les cheveux en couronne autour de sa tête, comme sa mère le faisait avant de tomber malade. Elle ressemblait à une petite fille normale se préparant pour l'école, pas à une enfant sur le point de témoigner contre son agresseur devant un tribunal. En bas, 47 hommes attendaient. Julien s'est agenouillé devant elle. Je serais juste devant cette salle d'audience. Tout le temps. Antoine se tenait derrière lui. Nous tous. Salvatore Colombo s'est avancé. L'homme le plus puissant de Paris. Nous 47 sur les marches de ce palais de justice t'attendons. Marie les a regardés, son armée, ses protecteurs, des hommes qui avaient tué, des hommes qui avaient enfreint les lois, des hommes que le monde appelait des criminels. Et ils étaient tous là pour elle. Nona a encadré le visage de Marie de ses mains. Quoi qu'il arrive là-dedans, tu viens se me retrouver. Tu m'entends? Marie a hoché la tête. Je t'attendrai juste à la porte dès que ce sera fini. Les yeux de Nona étaient féroces. Tu n'es plus jamais seule, petite, jamais. La vision de Marie s'est troublée de larmes. Je t'entends. Nona lui a embrassé le front.
Maintenant, va leur montrer à quel point tu es forte. Marie a marché jusqu'à la voiture. J'ai tenu la porte ouverte. Elle est montée à l'intérieur, s'est assise droite, le menton haut. Dans quelques heures, elle ferait face à Stéphane Martin, l'homme qui l'avait battu, avait brisé son frère, avait essayé de les vendre tous les deux, le monstre de ses cauchemars. Mais cette fois, elle ne fuyait pas. Cette fois, elle se battait. La salle d'audience était énorme. Haut plafond, lumière fluorescente froide, bancs en bois sombre s'étendant en rangées. Le genre de pièce conçue pour faire sentir les gens petits. La juge Delphine Leroy était assise derrière son estrade élevée, son visage sculpté dans la pierre, cheveux gris sévèrement tirés en arrière, lunettes de lecture posées sur son nez, des yeux qui avaient vu chaque mensonge, chaque excuse, chaque tentative de manipulation. Elle ne manquait rien. En dessous d'elle, les avocats feuilletaient des papiers, les huissiers se tenaient au garde-à-vous. Les doigts d'une sténographe planaient au-dessus des touches. Et à la table des accusés, Stéphane Martin était assis dans un costume qui ne lui allait pas. Les portes au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. Marie est entrée. Elle semblait incroyablement petite. Une minuscule silhouette dans une robe verte, engloutie par l'immensité de la pièce. Ses chaussures claquaient sur le sol de marbre. Chaque pas résonnait. Ses mains tremblaient légèrement le long de son corps, mais son dos était droit. Elle a vu Stéphane immédiatement. Il la fixait. Ses yeux étaient des puits sombres de haine. Ses lèvres tordues en un sourire narquois, le même sourire narquois qu'il portait avant de la frapper. Le sourire qui disait qu'il savait qu'elle échouerait. Le cœur de Marie battait de la chamade, mais elle n'a pas détourné le regard. Elle l'a dépassé, a dépassé sa table, a dépassé son regard empoisonné, jusqu'à la barre des témoins. La chaise était trop haute quand elle s'est assise. Ses pieds pendaient au-dessus du sol, ne touchant rien. Elle se sentait suspendue, flottant, mais elle s'est assise droite, les épaules en arrière, le menton de niveau. Le procureur s'est approché. « Marie, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé la nuit où vous avez quitté la maison de votre beau-père? » Marie a pris une inspiration et a commencé à parler. Sa voix était calme mais claire. Elle leur a tout raconté. Comment Stéphane l'avait attrapé à la gorge et l'avait claqué contre le mur. Comment il avait dit que Sophie était une erreur. Comment elle l'avait entendu au téléphone parler à quelqu'un appelé le courtier. Il a dit « Les gosses doivent être gérés », a récité Marie. Vendredi soir. Savez-vous ce que gérer signifie, Marie? Marie a tourné la tête. Elle a regardé directement Stéphane. Son sourire narquois a vacillé. Il allait nous tuer, a-t-elle dit, comme il a essayé de tuer Sophie avant. Le visage de Stéphane s'est renfrogné. Son avocat lui a posé une main sur le bras. Stéphane l'a repoussé. Marie a continué. Il y a une maison. Je les ai entendus en parler au téléphone. Il y a d'autres enfants là-bas. Sa voix est devenue plus forte. Je les entendais pleurer à travers les murs. Stéphane allait nous vendre à ces gens. Stéphane a explosé. Il s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. Elle ment, cette petite. Mais sa voix a résonné dans la chambre. Je suis son père. Elle est ma propriété. Je peux faire ce que je veux avec ce qui est à moi. La juge Leroy a frappé son marteau. Ordre! Asseyez-vous, Monsieur Martin. Stéphane ne l'a pas entendu ou s'en fichait. Il a pointé Marie du doigt, son doigt tremblant de rage. Tu vas payer pour ça, tu m'entends? Quand je sortirai, je te trouverai. Je vous trouverai tous les deux et je finirai ce que j'ai commencé. Des huissiers se sont précipités. Ils ont attrapé les bras de Stéphane, l'ont forcé à reculer. Lui ont claqué des menottes au poignet. Il s'est battu, s'est tordu, a hurlé. Elle est à moi. Ils sont à moi tous les deux. Vous ne pouvez pas prendre ce qui est à moi. Ils l'ont traîné vers la porte latérale. Ses cris ont résonné même après que la porte se soit claquée derrière lui. Silence! La salle d'audience était gelée.
Tout le monde fixait la porte où Stéphane avait disparu. Puis, lentement, tous les yeux se sont tournés vers la barre des témoins. Marie était assise immobile. Son visage était pâle, blanc comme du papier. Ses mains serraient le bord de la chaise si fort que ses phalanges étaient devenues exsangues. Mais elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas couru. Elle n'avait pas détourné le regard. La juge Leroy a enlevé ses lunettes. Son expression s'était légèrement adoucie. Mademoiselle Dubois. Marie a levé les yeux. Vous avez fait preuve d'un courage remarquable aujourd'hui. La Cour vous remercie pour votre témoignage. La voix de la juge était douce. Vous pouvez vous retirer. Marie est descendue de la chaise. Ses jambes étaient comme de l'eau. Chaque pas vers l'allée lui coûtait tout ce qu'elle avait. Puis elle l'a vu. Je me tenais au fond de la salle d'audience, juste à l'intérieur des portes, mes yeux gris fixés sur elle. Mes bras étaient ouverts. Marie a couru. Pour la première fois de sa vie, elle a couru vers quelqu'un au lieu de fuir. Ses pieds ont volé sur le marbre. Sa robe verte flottait derrière elle. Je l'ai attrapée, l'ai soulevée, l'ai serrée contre ma poitrine. Tu l'as fait, ai-je murmuré. Tu as été si courageuse. Mes bras se sont resserrés autour d'elle. Je suis si fier de toi. Marie a enfoui son visage dans mon épaule. Enfin, elle s'est laissée trembler. Je l'ai portée à travers les portes, hors de la salle d'audience, sous la lumière vive du soleil de novembre. Sur les marches du palais de justice, 47 hommes attendaient. Costume noir, visage de pierre, un mur de protection. Ils m'ont vu émerger avec Marie dans mes bras. Personne n'a parlé. Personne n'en avait besoin. Marie-Rose Dubois, 9 ans, 32 kilos, assez petite pour tenir dans l'étreinte d'un seul homme, avait fait ce que la plupart des adultes ne pouvaient pas. Elle avait affronté son monstre et elle avait gagné. Le témoignage de Marie a tout déclenché. Quelques heures après son apparition au tribunal, Vincent a passé un appel téléphonique. Un contact au sein du GIGN, quelqu'un qui devait à la famille Santoro une très vieille faveur, a reçu un colis. Des preuves, des enregistrements, des adresses, tout ce que Lucas avait recueilli, emballé dans un joli nœud juridique. À minuit, des mandats fédéraux étaient signés. 6 heures du matin. Le lendemain, un convoi de SUV noirs a traversé les rues calmes de la banlieue de Marseille. Des agences du GIGN en tenue tactique. Armes à la main, visage grave. La cible était une maison d'apparence ordinaire, au bout d'un cul-de-sac. Revêtements blancs, pelouse verte, balançoire dans le jardin, le genre de maison où les familles élèvent des enfants, le genre de maison que personne ne soupçonnerait. Les agents ont forcé la porte d'entrée à 6h30. Ils ont nettoyé le rez-de-chaussée en quelques secondes. Cuisine, salon, chambre, toutes vides. Puis, ils ont trouvé la porte du sous-sol renforcée, triple verrouillage, insonorisé. Ils l'ont défoncée. Ce qu'ils ont trouvé les entraîne pour toujours. 14 enfants. Le plus jeune avait 2 ans. Le plus âgé avait 12 ans. Ils se serraient les uns contre les autres dans l'obscurité, clignant des yeux contre les lampes de poche. Sales, affamés, terrifiés. Certains ne connaissaient pas leur propre nom. Certains y étaient depuis des mois. L'agent du GIGN principal, une femme avec 20 ans d'expérience, qui avait vu des scènes de crime qui briseraient la plupart des gens, s'est tenu dans ce sous-sol et a pleuré. Victor Kovachev a été arrêté 12 heures plus tard. Il avait essayé de s'enfuir, était presque arrivé à la frontière belge avant qu'un gendarme ne repère son véhicule. Quand ils ont essayé de l'arrêter, il a ouvert le feu. Mauvaise décision. Une balle dans la jambe plus tard, le courtier était menotté. Il passerait le reste de sa vie dans une prison fédérale. Pas de libération conditionnelle, pas d'accord, pas d'évasion. L'arrestation de l'inspecteur Raymond Dubois a été plus publique. Des agents du GIGN sont entrés dans son commissariat à midi. Devant ses collègues, devant les officiers qui lui avaient fait confiance pendant 20 ans, ils lui ont lu ses droits sous le regard de tous.
15 ans de corruption, des milliers d'euros de pots de vin, des dizaines d'enquêtes enterrées. Des enfants qui auraient pu être sauvés s'il avait fait son travail. Ils ont pris son insigne. Ils ont pris son arme. Ils ont pris sa liberté. Stéphane Martin a fait face au jugement en dernier. La juge Delphine Leroy a lu les chefs d'accusation. Maltraitance d'enfants, complot en vue de commettre du trafic d'êtres humains, tentative de meurtre sur mineurs. Les preuves étaient accablantes. Le témoignage de Marie, les enregistrements téléphoniques, les dossiers médicaux de Sophie, les propres mots de Stéphane, capturé pour toujours, coupable de tous les chefs d'accusation, 10 ans pour maltraitance d'enfants, 15 pour trafic, 10 pour tentative de meurtre, 35 ans au total, aucune possibilité de libération conditionnelle. Quand la sentence a été annoncée, Stéphane s'est tourné pour regarder Marie. Elle était assise dans la galerie. Moi d'un côté, Nona de l'autre. Les yeux de Stéphane brûlaient de haine. Marie l'a regardé en retour. Elle n'a pas scié, n'a pas tremblé, n'a pas détourné le regard, et pendant un long moment, Stéphane Martin a vu la vérité. Il avait essayé de briser cette fille. Il avait échoué. Les gardes l'ont emmené. Les portes de la salle d'audience se sont refermées derrière lui. Marie ne le reverrait plus jamais. Dehors, devant le palais de justice, j'ai regardé le fourgon de transport s'éloigner. Le visage de Stéphane pressé contre la fenêtre, devenant de plus en plus petit jusqu'à disparaître. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucun triomphe, juste un calme sentiment de paix. C'était fait. Les 14 enfants du sous-squad ont été placés en garde protectrice. Des travailleurs sociaux, de vrais, des honnêtes, ont travaillé 24 heures sur 24. Certains enfants ont été réunis avec des familles qui les cherchaient. D'autres ont trouvé de nouveaux foyers avec des familles qui attendaient d'aimer quelqu'un. Tous étaient en sécurité. Tous guériraient. Vincent est apparu à mes côtés. C'est fini, Pierre. J'ai secoué la tête lentement. Non, ça ne fait que commencer. J'ai regardé le palais de justice où Marie se tenait sur les marches avec Nona, le vent de novembre jouant avec sa robe verte. Maintenant, on trouve à Marie et Sophie un vrai foyer. La justice avait été rendue non pas par le système qui avait failli à ses enfants à chaque tournant, mais par des gens prêts à se lever quand le système ne le ferait pas. Je connaissais la vérité, même si elle me brisait le cœur. Je ne pouvais pas les garder. La famille Santoro avait des ressources, de la protection, de l'amour à donner, mais elle avait aussi des ennemis. Elle avait une histoire qui rendait les tribunaux nerveux et les travailleurs sociaux méfiants. Certains membres avaient un casier judiciaire qui ne disparaîtrait jamais. Une vie dans ce monde, entourée de gardes du corps et de secrets, et de l'ombre constante du danger, n'était pas une vie pour des enfants. Marie et Sophie méritaient une vie normale. Elles méritaient la sécurité. Nona a compris avant que quiconque n'ait eu à lui expliquer. « Je connais une famille », m'a-t-elle dit un soir, de vieux amis, de bonnes personnes, David et Claire Fournier, tous deux au début de la quarantaine. Leur fils unique avait grandi et déménagé de l'autre côté du pays. La maison se sentait vide. Ils voulaient adopter depuis des années, mais le système avançait lentement et leurs demandes se perdaient dans la bureaucratie. Vincent a passé quelques appels. Soudain, la paperasse a avancé très vite, mais Nona a insisté pour vérifier elle-même. Elle est arrivée chez les Fourniers sans prévenir un mardi matin. Pas d'avertissement, pas de rendez-vous, a juste frappé à la porte et est entrée. Claire Fournier ne s'est pas plainte. Elle a suivi Nona dans chaque pièce et regardé la vieille femme ouvrir les placards, vérifier les serrures de fenêtres, inspecter la clôture du jardin. Nona n'a rien dit, juste regardé, observé, jugé. Puis elle a atteint la chambre qui serait celle de Marie et elle s'est arrêtée. Une veilleuse en forme de papillon était déjà branchée au mur à côté du lit. Un berceau était prêt dans le coin, assemblé, drap lavé, mobile suspendu au-dessus.
Des livres pour enfants bordaient une étagère, des livres d'images, des romans, des livres sur des filles courageuses et des aventures. Claire avait préparé tout cela avant même de rencontrer Marie et Sophie. Nona s'est tournée pour la regarder. Vous avez pensé qu'elle aurait peur du noir. Claire a hoché la tête. Les enfants qui ont traversé un traumatisme le sont souvent. Vous avez préparé pour eux avant même de savoir s'ils viendraient? J'espérais qu'ils viendraient. Nona est restée silencieuse un long moment. Puis elle a hoché la tête une fois. Ce soir-là, elle s'est assise avec moi dans mon bureau. Ce sont de bonnes personnes, a dit Nona. Ce sont de vrais. Tu es sûr? Nona a regardé son fils, l'inquiétude dans ses yeux, l'amour qu'il essayait si fort de cacher. Je suis sûr. 2 jours plus tard, les Fournier sont venus à ma villa. Marie était dans le salon. Sophie dans ses bras, comme toujours, elle a regardé les étrangers entrer. Une femme aux yeux doux et aux mains délicates. Un homme au sourire chaleureux et à la patience dans chaque mouvement. Claire s'est agenouillée lentement, sans se précipiter, sans pousser. « Salut Marie, je suis Claire. Voici David. » Marie n'a pas répondu, et juste regardé. « Nous avons entendu dire que tu es très courageuse et que tu prends grand soin de ton frère. » La voix de Claire était douce. « Nous aimerions prendre soin de vous deux si vous nous le permettez. » Marie a regardé Claire, puis David, puis elle s'est tournée pour me regarder. Je me tenais près de la porte, Julien à côté de moi, Nona dans sa chaise. « Je les verrai toujours ?» a demandé Marie doucement. « Monsieur Pierre et Nona et Julien. » Claire a souri. « Aussi souvent que tu le souhaites. Ils sont ta famille aussi. Et la famille reste unie. » Marie a réfléchi à cela. Elle a regardé Sophie, son visage paisible. La vie qu'il pourrait avoir. Une vie normale avec une vraie famille dans un foyer sûr. Elle m'a regardé, l'homme qui lui avait ouvert sa porte au milieu de la nuit. Je lui ai fait un petit signe de tête. Marie s'est tournée vers Claire et a hoché la tête. Elle a compris. Elle ne pouvait pas vivre éternellement dans une villa de mafieux. Elle ne pouvait pas grandir entourée de gardes et de secrets et du poids d'un monde qu'elle était trop jeune pour porter. Mais elle a aussi compris qu'elle ne perdait personne, elle gagnait plus. Marie et Sophie auraient un nouveau foyer, un foyer normal, un foyer sûr. Et elles auraient 47 protecteurs qui ne les laisseraient jamais partir. La nuit précédant le départ de Marie, elle n'a pas pu dormir. Elle était allongée dans le lit d'Isabelle, fixant la veilleuse en forme d'étoile, écoutant Sophie respirer à côté d'elle. Demain, tout allait changer. Nouvelle maison, nouvelle chambre, nouvelle vie. La pensée aurait dû la rendre heureuse. Au lieu de cela, sa poitrine était serrée. Elle a glissé hors du lit avec précaution, s'assurant de ne pas réveiller Sophie. Le couloir était sombre, silencieux. La villa se sentait différente la nuit, plus grande, plus vide, pleine d'ombre. Elle a marché vers les escaliers et s'est arrêtée. Quelqu'un était déjà là. Je me suis assis sur la marche du haut, seul dans l'obscurité. Mon dos était contre la rampe. Dans mes mains, je tenais quelque chose de petit, une photographie. Je ne l'avais pas entendu approcher. Marie a marché sur la pointe des pieds et s'est assise à côté de moi. J'ai levé les yeux, surpris, puis mon visage s'est adouci. « Tu ne dors pas? » Marie a secoué la tête. « Toi non plus, hein? » Un sourire fantomatique a traversé mes lèvres. « Non, pas de ça pas. » Ils sont restés en silence un instant, le genre de silence qui était confortable, familier. Marie a regardé la photographie dans mes mains. Même dans la faible lumière, elle a pu voir que c'était une petite fille. Cheveux foncés, sourire éclatant. Qui est-elle? J'ai été silencieux longtemps. Ma sœur Isabelle. J'ai tracé le bord de la photo avec mon pouce. Elle avait 6 ans quand je l'ai perdue. Marie n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle a compris que certaines pertes étaient trop profondes pour des excuses. « C'est pour ça que vous m'avez aidé », a-t-elle dit doucement. « À cause d'elle. » J'ai hoché la tête lentement.
En partie. Je me suis tourné pour regarder Marie, mais surtout parce que tu as frappé. Mes yeux gris ont tenu les siens. Tu as été assez courageuse pour demander de l'aide, pour traverser une tempête et frapper à la porte d'un étranger. Ma voix est devenue épaisse. Isabelle n'a jamais eu cette chance. Marie a baissé les yeux vers ses mains. J'avais peur, elle a avoué. J'ai failli ne pas frapper. Je suis resté dehors pendant 10 minutes, juste à fixer le portail. Mais tu as frappé. Ma voix était ferme. C'est ce qui compte. Passe la peur, l'action. Silence à nouveau. Puis Marie a posé la question qui lui serrait le cœur toute la journée. Vous m'oublierez quand je serai parti? Je l'ai regardée. Cette petite fille féroce qui avait traversé l'enfer et en était sortie, qui avait porté son frère à travers une tempête, qui avait affronté son agresseur dans une salle d'audience pleine d'étrangers. Jamais. Ma voix ne laissait aucune place au doute. Tu es de la famille maintenant, Marie, et la famille ne s'oublie jamais. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti quelque chose, si. Une chaîne en argent, délicate, ancienne. Un petit pendentif en forme d'ange y était accroché, captant le peu de lumière qu'il y avait. C'était à Isabelle, ai-je dit doucement. Je l'ai gardé pendant 25 ans, je l'ai tendu à Marie. Je pense qu'elle voudrait que tu l'aies. Les yeux de Marie se sont remplis de larmes. Elle a pris le collier avec précaution, avec respect, comme s'il était fait de verre. J'en prendrai soin, a-t-elle murmuré. Je promets. J'ai hoché la tête, je l'ai cru. Des pas derrière eux. Nona est apparue en haut des escaliers, une couverture drapée sur son bras. Si vous deux ne dormez pas, a-t-elle dit, au moins restez au chaud. Elle a enroulé la couverture autour des épaules de Marie. Puis elle s'est assise de l'autre côté de Marie, serrant la file contre elle. 3 personnes sur un escalier dans le noir. Ils ne parlaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le bras de Nona était chaud autour des épaules de Marie. Ma présence était solide à côté d'elle. L'ange d'argent pressé contre sa paume. C'était la dernière nuit de Marie dans ma villa. Mais elle savait avec une certitude absolue qu'elle reviendrait. C'était chez elle maintenant, l'une de ses maisons. Et peu importe où la vie l'amènerait, une partie de son cœur vivrait toujours ici dans cette maison pleine d'hommes dangereux et d'amour féroce. Avec la grand-mère qui l'avait tenue quand elle avait pleuré, avec l'homme qui avait ouvert sa porte au milieu de la nuit et avait tout changé. Famille. Le mot n'avait jamais signifié grand-chose pour Marie auparavant. Maintenant, il signifiait tout. 1 an plus tard, ma villa était remplie de lumière et de rire pour la première fois depuis des décennies. Des ballons pendaient des lustres, des guirlandes étaient drapées sur les colonnes de marbre. Une banderole était tendue dans le hall principal, peinte à la main de couleurs vives. Joyeux 10e anniversaire, Marie. Et dans la cuisine, Antoine Ducas mettait la touche finale à un gâteau à 3 étages qu'il avait passé 2 jours à cuire. 47 hommes avaient voyagé de toute la France pour être ici aujourd'hui. Paris, Lyon, Nice, Bordeaux. Ils sont arrivés dans leur voiture noire, vêtus de leurs costumes noirs. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent chez eux. Aujourd'hui, ils souriaient. Marie se tenait au centre du salon. Elle ne ressemblait en rien à la file brisée qui avait frappé à cette porte une nuit d'orage 12 mois auparavant. Ses joues étaient pleines. Ses yeux étaient brillants. La robe verte qu'elle portait était assortie au collier autour de son cou, le pendentif d'ange d'Isabelle qu'elle n'enlevait jamais. Elle était en bonne santé, heureuse, première de sa classe à l'école. Elle vivait avec les Fournier. David et Claire étaient devenus les parents qu'elle méritait. Mais chaque samedi sans faute, elle revenait ici, dans cette maison, à cette famille. Sophie gambadait à côté d'elle. 2 ans et demi, marchant, parlant, riant. Son mot préféré était Julien. Julien avait ce mot tatoué sur son avant-bras maintenant. Juste en dessous de l'insigne de commando, il a dit que c'était l'encre la plus importante qu'il ait jamais eue. Le 2e mot préféré de Sophie était Nona. La première fois qu'il l'a dit, Nona Santoro, qui n'avait pas pleuré depuis 25 ans, a pleuré pendant 1 heure.
Je me suis avancé. La pièce est devenue silencieuse. Je tenais quelque chose dans mes mains, quelque chose enveloppé dans du papier craft. Marie, elle a levé les yeux vers moi. J'ai quelque chose pour toi. J'ai déballé le paquet, une veste en cuir, petite, belle, cousue à la main au dos, brodée en fil d'argent, protégée par la famille Santoro. Tu es la première personne en dehors de la lignée sanguine à porter ça, ai-je dit, et probablement la dernière. Je la lui ai tendue parce que tu es spéciale. Marie a pris la veste, l'a enfilée. Elle était trop grande. Les manches pendaient au-delà de ses mains. L'ourlet atteignait ses cuisses, mais elle grandirait dedans. Elle a baissé les yeux vers le cuir, vers les mots sur son dos. Puis elle a levé les yeux vers moi. « Merci », a-t-elle dit doucement, « d'avoir ouvert la porte cette nuit-là. » Sa voix est devenue plus forte, de m'avoir cru quand personne d'autre ne l'a fait. Je me suis agenouillé devant elle, œil pour œil. Tu t'es sauvée toi-même, Marie. Tu as été assez courageuse pour frapper, assez courageuse pour dire la vérité, assez courageuse pour affronter ton monstre dans cette salle d'audience. J'ai posé une main sur son épaule. Nous nous sommes juste assurés que quelqu'un était là quand tu l'as fait. J'ai soutenu son regard. Écoute-moi, c'est important. La pièce était silencieuse. Tu n'es plus jamais seul. Pas demain, pas l'année prochaine, pas quand tu auras 20, 30 ou 50 ans. Ma voix était féroce. 47 personnes traverseront n'importe quelle tempête pour toi et Sophie. N'importe quand, n'importe où, sans poser de questions. J'ai serré son épaule. Ça n'expire pas. C'est pour toujours. Avant que Marie ne puisse répondre, de petites pieds ont martelé le sol de marbre. « Pierre! Pierre! » Sophie s'est écrasée dans mes jambes, les enroulant de ses petits bras. J'ai ri. J'ai réellement ri. Un son que mes hommes avaient rarement entendu, et j'ai soulevé le garçon d'un bras. Puis j'ai serré Marie près de moi de l'autre. Frères et sœurs ensemble, en sécurité. 47 criminels endurcis ont éclaté en applaudissements. L'histoire de cette nuit-là est devenue une légende. Elle était racontée lors des réunions de famille à travers le pays. Dans les hôtels particuliers de Paris et les entrepôts de Lyon, dans les villas de Nice, les salles de réunion de Bordeaux, l'histoire du coup de minuit, l'histoire d'une fille de 9 ans qui avait marché 6 kilomètres sous une tempête pour sauver son petit frère, qui avait frappé à la porte du diable et y avait trouvé des anges. C'est devenu un rappel, une boussole, un code. Les enfants sont la ligne que personne ne franchit. Et Marie-Rose Dubois a grandi en sachant quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Les héros ne portent pas toujours des capes. Parfois, ils portent des costumes noirs et conduisent des voitures coûteuses. Parfois, ils ont des cicatrices et des secrets et des histoires qui effraieraient les gens ordinaires. Parfois, ce sont eux que le monde appelle dangereux. Mais quand tu en as le plus besoin, quand tu as 9 ans, et que tu saignes et que tu es terrifié, debout sous la pluie à minuit avec ton petit frère dans tes bras et nulle part où aller, ils ouvrent la porte. Ils te laissent entrer, ils se battent pour toi, et ils ne te lâchent jamais. Jamais. Aujourd'hui, qui sait vraiment? Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, à nous tous. D'autres fois, je me demande si j'ai fait des bons choix, si tout ça en valait la peine, si les conséquences n'étaient pas trop lourdes. C'est compliqué. Même maintenant, le chemin qu'on a pris, les risques qu'on a courus, c'était la seule voie possible, j'en suis sûr. Mais la vie n'est jamais aussi nette, n'est-ce pas? Rien n'est parfait. Mais c'est ma vie. C'est notre histoire. Et cette petite Marie, elle est un peu de nous tous maintenant. Ça, je crois que ça ne changera jamais.